Tu as été violée à l'âge de 15 ans. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y avait un monsieur qui était dans notre quartier et quand il m'a aperçu dans la route en train de marcher à pied, il m'a dit tu viens de l'école comme ça, tu marches où sont tes frères et sœurs? Normalement c'est la voiture qui vient pour vous récupérer et tout. J'ai dit non, le chauffeur n'est pas là et puis les autres sont partis jouer au foot. D'accord, je peux t'aider, on part à la maison. Comme c'est quelqu'un qui habite dans l'un de chez nous, je me suis dit d'accord, on y va. Je suis montée dans la voiture, petite que j'étais naïve, parce que moi je me rappelle malgré tout, il y a une fois j'ai failli me suicider dans la salle de bain de mes grandes sœurs. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs d'Aimer ta raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvelle invitée. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Bonjour Madame Marquise, vous allez bien? Madame Meta, je vais très bien, merci. Alors moi je suis très heureuse de savoir sur les plateaux. Est-ce que, avant tout, c'est vrai qu'on va essayer un peu de passer en revue ton histoire, ton parcours. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? On va passer un peu en revue ton parcours, ton histoire. Je dois déjà signaler que tu es conseillère municipale, tu es dans les œuvres caritatives et aussi tu es entrepreneur. Oui. Mais avant que l'on puisse tout épingler, on va essayer un peu de parler de maximum de choses. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, madame. Je m'appelle Madame Marquise Parfois. Je suis conseillère municipale de Gombe, initiatrice de l'ONG Femmes en Action Palpable et Femmes Entrepreneurs. Alors, est-ce que tu peux parler un peu, aujourd'hui tu es dans la politique, il faut dire que c'est très difficile. C'est vrai qu'on a la grâce d'avoir un chef de l'État qui prône qui est de la masculinité positive, voilà, qui fait tellement d'initiatives. Aujourd'hui même, on a une première ministre pour la première fois dans l'histoire. Ce sont des initiatives à encourager. Mais comment d'abord ça commence pour que tu te dises, allez, je vais me lancer dans la politique? Ça a toujours été ton rêve depuis l'enfance ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi, par contre, ça n'a pas été un rêve pour moi d'être en politique, mais ça a été une destinée. C'est un peu difficile de le dire comme ça pour ceux-là qui comprennent mal les choses. Je suis appelée à être dans la politique par mon créateur. Et voilà pourquoi même lorsque j'étais en train de fuir, je fais mes œuvres caritatives et je fais l'entrepreneuriat comme d'habitude, les commerces internationaux et tout. Mais c'est là au moins me rattrape à chaque fois. Je suis entourée de personnes politiques, je suis dans une famille pyrément où il y a des gens politiques et des autorités et tout. Et voilà, c'est dans cet angle-là que je me suis remise dans la politique et dire que non, je dois quand même me lancer pour servir ma nation. Parce que je suis appelée à servir la nation. D'accord. Quel type d'enfance tu as eu? Ça m'a un peu tiqué. Tu dis que tu es dans une famille des autorités. Moanaya, comme on dit. Non, non, non. Moi, je ne suis pas Moanaya, comme ça se les dit. Parce que déjà, de base, notre papa ne nous apprend pas à faire ou à dire cela. Je suis une personne normale, un enfant avec une enfance très, très normale. D'ailleurs, trop pincée pour avoir la ligne qu'il faut. Peu importe ce que nous avions vécu et tout. Et voilà un peu. Ok, ton papa est dans la politique? Mon père n'est même pas dans la politique. Ah, ok. Oui. Et quel type d'enfance tu as eu? Tu as fait quel genre d'études? Quand j'étais jeune, quel type de rêve tu avais? Lorsque j'étais enfant, ce que je rêvais à faire comme étude, c'était d'abord faire l'hôtesse de l'air et faire l'entrepreneuriat, en soi le commerce et tout. Et en grandissant avec les parents, ça n'a pas déjà matché. En voulant faire l'hôtesse de l'air, c'était genre non, ça va pas te permettre de te marier, comme ça se passe toujours dans de familles. Et après, je me suis dit, bon, je fais quand même le droit. Et il y a ma mère qui était là, catégorique, non, jamais, tu peux pas, parce que tu vas coller tout le monde de procès judiciaire ici. Parce que déjà, de nature, j'étais quelqu'un de très, très direct, très logique, et voilà un peu. Néanmoins, j'ai étudié, je fais le génie logiciel à l'ISIPA, Chaoumba, et je fais les commerces internationaux aussi. Voilà. Ok. Et l'e-commerce, de ce que j'ai compris, c'est que tu as commencé ça très tôt. Oui. Tu étais étudiante, élève ou bien?
J'ai commencé les commerces, j'étais encore étudiante. Donc, je faisais les études et le commerce et le travail. Je travaillais quelque part à l'époque. J'étudiais, je faisais la vacation soir à l'ISIPA et j'en profitais d'acheter de babouches sur le grand marché Zando pour venir et vendre ça à la cité par des copines, ma famille aussi et toutes ces personnes-là que je connaissais. Surtout au travail, j'ai proposé à mes collègues et tout. Et c'est par là que j'ai démarré avec le commerce. Ok. C'était quoi ton premier business? Mon premier business, c'était la vente de babouches. Ok. Tu gagnais bien avec? À l'époque, oui, je gagnais très bien. Combien? À l'époque, c'était, si je gagne beaucoup d'argent, c'était dans les $500 à l'époque. Et ma première banque, c'était le M-Pesa. C'est là où je partais toujours garder l'argent. Et jusqu'à ce que je puisse me lancer. Après, tu racontais, tu as eu à faire ton premier voyage pour les affaires. Oui. Tu te souviens même plus de l'année parce qu'il y a très longtemps. Ah oui, je me souviens pas de l'année, mais je me souviens du pays. Mon tout premier voyage a été en Tanzanie, précisément dans la capitale de Dar es Salaam. C'est là où j'ai commencé mes petits achats à l'international, si je peux les dire. J'achetais de babouches raffia, que tout le monde connaisse. D'ailleurs, c'est maintenant populaire. À l'époque, c'était pas le cas. Et je venais revendre ça ici à Kinshasa. Si c'était moins cher, c'était à $15. Et maximum, le prix était à $20. Et je m'en sortais super bien. Ok. Mais en fait, comment est-ce que tu arrives à avoir assez d'argent pour pouvoir te payer un voyage? Tu as eu l'aide de la famille ou comment ça se passe pour te payer un voyage? Déjà, à l'époque, lorsque je travaillais chez mon premier employé, il y avait eu rupture des contrats. Comme d'habitude, il s'était réveillé. Puis il a dit non, madame, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas la possibilité de payer tout le monde. Donc, j'étais parmi ces personnes à licencier. Okay. Voilà, et je suis partie. Dieu a eu à me faire quand même grâce. J'ai rencontré un autre patron qui m'a repris. C'est au travers de mission de service que j'exécutais à tout moment avec mon patron et d'autres membres de l'équipe. Ça me permettait aussi d'acheter mes histoires parce qu'en dehors du travail de la mission, on avait les temps libres de se balader dans la ville, faire tout ce qui va avec. Et ça me permettait d'acheter, de garder et de ramener ça dans mes bagages. Ah, d'accord. Donc, le premier voyage en Tanzanie, c'était pour mission de travail? Pour une mission de service. D'accord. C'est comme ça que tu en as profité pour prendre les marchandises. Ah, d'accord. Oui, c'est comme et le marché, comment est-ce que ça se passe au tout début? Parce que je pense peut-être à l'époque, comme tu l'as dit toi-même, c'est qu'il n'y en avait pas autant comme on voit les babouches en raffia aujourd'hui. Oui. Les marchés étaient très récepteurs. Les marchés étaient très récepteurs et j'ai vendu vraiment, comme on dit, ça dépendait des gens. Par exemple, les personnes que je côtoyais dans mon service, le deuxième service, c'était des personnes qui avaient l'argent et puis c'était plus de blancs et des dames blanches. Alors, c'est toutes ces femmes-là que j'ai parté proposer et ils achetaient avec facilité. Alors, pour nos confrères à nous, je balançais aussi les prix. Maximum $20 ou $15, ça passait. Mais avec des dames blanches, même à 35, on y arrivait. Et puis, j'arrivais quand même à faire tourner mon petit commerce. C'est comme ça que tu as constitué, je peux dire que ton capital a grandi oui. à l'époque. Ensuite, d'abord, tu parlais du fait que tu rêvais d'être hôtesse stellaire. Oui. Ça n'a pas brisé quelque chose en toi, le fait que les parents ne veulent pas que tu fasses ça? Aujourd'hui, tu regrettes ou bien tu te sens bien dans ce que tu fais? Ils ont raison, ils ont eu raison. Oui. Les parents ont toujours raison dans tout ce qu'ils arrivent à nous dire ou à nous guider. Néanmoins, je ne regrette pas parce que si aujourd'hui je pouvais encore y revenir là-dessus, je pouvais y revenir, mais je n'y regrette pas. Parce que quand bien même ils ont eu à me guider, à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça m'a vraiment fait asseoir sur le terme professionnel dans la vie. Voilà. Ok. Et ton business commence à marcher. Oui. Petit à petit, ça va. Tu as quitté des $500 à combien? Moi, j'aime bien l'argent. Madame, c'est trop curieux. Ah, ouais, je suis journaliste, c'est normal. C'est mon travail d'être curieuse. D'accord. Après, ton business a commencé à bien évoluer. Oui. Et ton travail s'arrête. Quand est-ce que tu décides de basculer à 100% dans l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus employée. Oui. Oui. D'abord, le travail ne s'était pas arrêté comme tel. Il y avait une discussion entre les deux pays parce que c'était une compagnie qui n'était pas congolaise du tout. Et il y avait une discussion des contrats qui se passait là-dessus.
et nous devrions attendre à ce que tout puisse bien démarrer. Mais avant, comment d'abord tu arrives dans cette entreprise internationale? Dans l'entreprise internationale, j'ai eu à rencontrer quelqu'un. À l'époque, j'étais encore une petite fille qui n'avait vraiment pas de vie pour d'autres personnes. Et c'est cette personne-là qui m'avait dit, non, tu es intelligente, juste en discutant avec moi. Tu es intelligente, je pense que tu peux travailler avec moi. Parce que moi, je lui disais, genre, je vais aller en France, amène-moi avec toi en France. Je vais t'amener en France comment? Tu n'as pas de passeport, t'as pas de visa, t'as pas de documents. Et je disais, je vais aller en France, je vais aller en France. Et il me dit, attends, t'es quand même intelligente, tu peux travailler avec moi. J'ai dit, bon, pas de souci, avec un contrat, bien sûr. Et ne me roulez pas. Donc, mon langage, c'était ça. Et c'est comme ça que j'ai eu à passer avec la personne. Il m'a d'abord pris comme stagiaire. J'ai commencé avec le stage. Après le stage, nous sommes passés par la réception. Tu étais étudiante? Oui, j'étais étudiante à l'époque. Je venais même de terminer aussi le cycle de graduat. Ah, d'accord. Et alors, de la réception au secrétariat, assistante, et puis j'ai dû rebondir comme ça, jusqu'à ce que je sois nommée directrice adjointe du département commercial. Et c'est par là que nous nous sommes lancés dans tout ça. Ah, mais c'est super intéressant. Hein? Merci. Ok. T'as quitté d'un salaire de combien? À peu près combien? Lorsque j'étais stagiaire, déjà étant stagiaire, on me payait entre $700 ou 800. Ça variait par rapport aussi à la prestation et tout. Et lorsque j'étais... Il existe toujours l'entreprise en question. Je peux même aller postuler. Ça existe, mais je préfère... ah oui, on va pas tu vas me dire après. Hein. Si vous voulez savoir, il faut m'écrire en PV. Je vous dirai les noms de l'entreprise. Okay. Ça existe toujours jusqu'à aujourd'hui, mais pas trop en RDC. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires dedans et tout. Néanmoins, ça existe. Ils arrivent quand même à travailler autre. Lorsque j'étais stagiaire, on me payait entre 700 et 800, ça variait. Déjà, étant stagiaire, je n'ai pas trop duré dans ça, parce que je fais quand même 3 mois de stage. Okay. Après, quand j'ai dû finir, il y avait de place vide étant que réceptionniste. J'ai accepté et après, on m'a proposé d'être secrétaire. J'ai encore accepté. Après, le monsieur m'a dit que non, au lieu de rester au secrétariat, je pense que tu peux travailler comme directrice adjointe parce que la directrice qui était sur place, il y avait des petits soucis dans sa famille, avec sa santé aussi. Et c'est comme ça que j'avais pris la place jusqu'à ce qu'on ait fini. Et ça fait combien de temps que directrice adjointe? Ça fait combien de temps? C'est déjà non, tu as fait combien de temps dans ce poste? Dans ce poste-là, j'ai eu à faire 2 ans. D'accord. Oui. Okay. J'ai fait 2 ans et voilà. C'était intéressant. Hein? C'était très intéressant. Il y avait beaucoup de travail, ce qui est sûr. Mais ces genres de travail qui sont libérales, que tu viennes au bureau ou pas, tu travailles même à distance. À la fin du mois, tu donnes les rapports comme il se doit. Donc, ils attendaient juste les rendements du service. Voilà un peu. Ok. Donc, j'imagine pendant ces 2 ans, tu as déjà fini ton cycle de licence? Oui. J'avais déjà fini d'abord avec le graduat. Après, je partais maintenant étudier parce que j'avais eu une inscription de faire le LMD, la licence professionnelle de commerce international. Et c'est là où j'étais partie. En même temps, j'étudiais et je travaillais. Et lorsque j'ai eu à terminer avec ça, je suis maintenant revenue à Kinshasa pour maintenant entamer la licence. C'était dans quel pays? C'était en France. Ah, ok. Et c'est comme ça que je suis revenue pour réentamer encore d'autres études en génie logiciel ici. D'accord. En génie logiciel, tu peux un peu nous dire... Le génie logiciel, c'est des personnes qui créent des logiciels que vous utilisez et tout ce qui va avec. Pourquoi pas, en quelque sorte, aussi des applications. Et un peu tu sais en faire? Oui, je sais très bien le faire parce que j'ai étudié sur ça, j'ai eu à pratiquer, quand bien même la vie me tire de l'autre côté, mais je connais tout ce qu'il faut. Ok. Voilà. Ensuite, 2 ans après, qu'est-ce qui se passe après tes 2 ans dans l'entreprise? Dans mes 2 ans dans l'entreprise, nous avions eu à terre les contrats, donc il y avait des négociations qui se passaient là. Après, il y avait ces secousses de la campagne, des élections et tout. Vous savez, avec des expatriés, des blancs, c'est vraiment très compliqué d'être là en train de vivre ce qui se passe dans le pays. Okay. On devait quand même tout arrêter, mais on travaillait en distance et on nous payait comme d'habitude jusqu'à ce que les contrats prennent fin et qu'on puisse renégocier encore avec le pays pour voir comment on se relancer encore. Ah, d'accord. Oui. Mais au moins, je travaillais toujours à distance. J'ai travaillé à distance au bout de 1 an et demi, encore, qui faisait déjà 3 ans et demi. Et après, je me suis relancée dans autre chose. Et dans quoi exactement tu t'es tournée après ça? Après ça, je me suis tournée dans l'entrepreneuriat, dans les commerces internationaux. Je faisais l'import et l'export. Jusqu'à aujourd'hui, je fais ça toujours, mais c'est plus comme auparavant. C'est plus comme auparavant dans le sens où je me focalise dans le service. Je m'en tape que les gens le sachent ou pas.
Donc, tant qu'il y a des documents, il y a les services qui se font, il y a des clients fidèles et de nouvelles clients qui viennent. Donc, voilà Rien à un peu. voir. Oui. Oui, vous avez encore baissé. Oui, voilà Oui. un peu. Ok. Comment est-ce que ça se passe, ton entrée dans l'entrepreneuriat concrètement? Pourquoi avoir choisi ces domaines-là? Déjà, j'ai choisi ces domaines-là parce que c'était d'abord l'un des domaines qui me rendait autonome. Je n'aime pas être employée chez quelqu'un où on me donne des directives, où on me dit il faut faire ceci, il faut être là à telle heure, il faut... Non, non, je n'arrive pas, je supporte pas cette pression-là. J'aime être moi-même Mais tu as indépendante. travaillé pendant, bon, on peut dire pendant longtemps dans les séculiers, ça t'a pas dérangé? Ça ne m'a pas dérangée Mais, parce que déjà en travaillant dans ça, ça me permettait de préparer mon avenir. La d'accord. preuve, c'est que je suis là jusqu'aujourd'hui. Je ne continue plus avec ça, mais je suis maintenant dans quelque chose qui me rend autonome, purement autonome. Donc, je suis moi-même ma propre patronne, si je peux le dire. Voilà. Et comment ça se passe les premières semaines, le premier mois dans l'entrepreneuriat? C'était dur, c'était difficile. Déjà, la première semaine ou la toute première année, c'était très bien. Ça se Ça fait passait combien sans d'années? problème. Je suis dans ça il y a plus de 7 ans. D'accord. Voilà. Donc, ça se passait très bien, mais après, j'avais eu une chute, comme on dit. J'ai eu à perdre de containers, de marchandises et tout ce qui va avec. Ça n'a pas La été marchandise, elle a facile. été évaluée à combien? À 35 000 dollars, le tout, les coûts de tout ça. Et ça n'a pas été très facile pour moi de s'y relever. Qu'est-ce qui s'est passé avec le conteneur? C'était entré dans la mer? Soit disons que c'est perdu, non retracé. En fait, tout ce que j'ai eu à comprendre, c'est que ça a été détourné. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Ça a été détourné d'une autre manière et il y avait beaucoup de choses. Pendant qu'on me disait que le conteneur est déjà sous le bateau en train de venir et ça n'a pas été le cas. C'était resté de l'autre côté et il y avait tout ce qui s'est passé là. Et après un bout de temps, il y avait des pertes des histoires, il y avait personne pour suivre ça. Déjà moi-même, j'étais dans une baisse financière. Je pouvais plus me déplacer et voilà un peu tout ça. T'as pas fait de crise d'AVC, tu as perdu 35 000 dollars, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, je n'ai pas fait d'AVC, mais je fais quand même la crise de dépression. J'étais dans une forte dépression. Mais la personne qui a vraiment eu à m'aider, c'est d'abord mon père. Il y a ma mère aussi. Et il y a mon chef avec qui je travaillais, qui à tout moment m'appelait et me disait l'argent, c'est quoi? Quand je lui pose la question, l'argent, c'est quoi? Il me dit, pour vous, le Nord, vous pensez que quand tu as beaucoup d'argent ou quand tu perds beaucoup d'argent, c'est que la personne a des fétiches et tout ce qui va avec. Mais l'argent, c'est l'humain qui les cherche. Et il m'a donné l'exemple. À supposons que tu es alité dans un hôpital, tu vas aller chercher l'argent? Non. Donc, relève-toi, tu as intérêt. Et c'est comme ça que je m'étais élevée. Même aujourd'hui, lorsque je perds quelque chose, je perds un contrat, je perds de personnes proches avec qui travailler, je me dis toujours, l'argent, c'est quoi? Je suis faite pour travailler. C'est l'humain qui cherche l'argent. Et c'est comme ça que nous y travaillons. Et tu disais que pendant la même période, tu avais une baisse financière. Oui. Tu as perdu 35 000 dollars. Oui. Comment est-ce que tu fais concrètement pour pouvoir te relever et continuer dans ces business? Parce que ça demande quand même énormément d'argent. Oui, ça demande énormément d'argent. J'ai d'abord, auparavant, j'ai des relations avec des personnes à l'extérieur. J'ai des relations avec des personnes ici. Et j'ai pris de marchandises sur place. J'ai eu à mettre ça en vente. D'abord, ça m'a permis d'avoir quelques sommes. Et après, j'ai dû recontacter les gens à l'extérieur, travailler en système de crédit, jusqu'à ce que je puisse apurer tout ce qu'il y avait comme crédit. Et je me suis relevée directement. Et c'est dans ça que je travaille jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, tu gagnes quand même bien ta vie. Bien sûr, je peux dire que je gagne bien ma vie, étant donné que je suis mère. J'ai quand même des responsabilités. Je gagne très bien ma vie. Je suis très focus dans ce que je fais. Et voilà un peu. Tu as un enfant? Oui. Ok. J'ai des enfants, pas un enfant. Combien d'enfants? Regarde comment il m'a jeté un œil. Sérieux? Personnellement, je dis j'ai 4 enfants. Donc, quand je dis 4, j'ai un enfant biologique et j'ai eu à adopter 3 enfants. Et c'est dans ça que je suis. Donc, je suis maman des 4 enfants. Ah, d'accord. Voilà. Depuis combien d'années? Ça date depuis très longtemps. Déjà, ma fille est née maintenant, elle a 15 ans. Cette année qu'elle a totalisé ses 15 ans. Et ainsi que ceux-là qui suivent. Ok. Donc, tu vis avec les 3 autres enfants adoptés chez toi? Oui, je vis avec eux, mais pas ici à Kinshasa, pas ici en RDC. Où ça? Et tous sont en étranger, en train d'étudier. Ah, ok. Moi, j'ai toujours
travailler pour l'avenir de mes enfants. Je souhaiterais que ce que je n'ai pas eu à avoir moi-même, que mes enfants puissent en avoir. Et surtout dépasser des limites, dans le bien, pas dans le mal. Voilà un peu. Mais comment est-ce que tu commences avec les œuvres humanitaires? C'est dans ce cadre-là que tu as adopté les 3 enfants? C'est dans ce cadre-là que j'ai eu à adopter ces 3 enfants. D'abord, les œuvres humanitaires, j'ai débuté ça il y a très longtemps, sans les savoir que c'est ce que je faisais. À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans, quand j'aidais encore les gens et tout. Et lorsque j'ai eu mon enfant, parce que moi j'ai eu l'enfant à 15 ans, par voie de viol et tout ce qui va avec, après j'ai été marginalisée dans la famille, dans la société et tout ce qui allait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la famille m'a récupéré un tout petit peu avec ma maman, elle faisait plus des histoires d'élevage, agriculture et tout. Je partais à tout moment l'accompagner dans ça. Lorsque les gens partent dans le moment des récoltes, moi j'y allais avec toutes ces dames-là. On allait dans la brousse et tout ce qui va avec. À Kinshasa? Non, là c'était maintenant dans la province. Parce que moi j'ai eu à quitter de Kinshasa à la province et de la province à Kinshasa et après c'est l'extérieur du pays. Voilà un peu. Je suis restée dans ça. Et dans la province, qu'est-ce qu'on faisait? Je partais au champ dans les moments de récolte. Je faisais le travail avec tout le monde. Et il y avait une maman qui était enceinte, qui était notre voisine à l'époque. Je sais même pas si elle est toujours là. Alors, la dame était enceinte au bout de sa grossesse et là, elle a enfanté dans les champs. Lorsque les autres sont allés, moi, je devrais d'abord aller dans mes histoires de formation. En retournant, on me dira que non, voilà, telle maman a eu son enfant et on voulait donner les noms à ma mère. L'homonyme. Alors ma mère avait dit non, pas question. Moi je pars pas avec vous. Si on ne met vous entre vous, qui partiez là-bas. Et on a dit carrément, on donne les noms à sa fille. Okay. Et quand on a donné mon nom, j'étais très contente. Et au bout d'un temps, en grandissant, à mes 19 ans, que j'avais eu l'idée d'adopter cet enfant-là. Et c'est comme ça que je l'avais adopté. Et c'est comme ça que j'ai dû continuer. Est-ce que tu serais d'accord qu'on parle de ton viol? Moi, ça me dérange pas. Ok. Tu as été violée à l'âge de 15 ans. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? D'ailleurs, je suis une fille, comme je disais, qui a grandi dans une vie normale. Je partais à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui était dans notre quartier, dont je tais les noms. Et le monsieur m'appréciait. J'étais une petite fille qu'on pouvait envoyer par tout le monde et tout. Malheureusement, c'était pas quelqu'un de chez nous. Et quand il m'a aperçu dans la route en train de marcher à pied, il m'a dit ah, tu viens de l'école comme ça, tu marches où sont tes frères et sœurs? Normalement, c'est la voiture qui vient pour vous récupérer et tout. J'ai dit non, le chauffeur n'est pas là et puis les autres sont partis jouer au foot. D'accord, je peux t'aider, on part à la maison. Comme c'est quelqu'un qui habite dans l'un de chez nous, je me suis dit d'accord, on y va. Je suis montée dans la voiture, petite que j'étais, naïve. Et nous sommes allés. En arrivant dans l'un de chez nous, il m'a dit j'arrive à la maison, je dépose quelque chose. Je dis d'accord, pas de souci. Maintenant, en descendant, la personne me dira tu descends avec moi, tu viens, sens-toi à l'aise, ne reste pas dans la voiture. Je suis descendue. Je l'ai suivi et j'étais là dans la maison, je regardais tout ce qui était là, la lumière, la télévision, les cadres photos et tout. Et c'est là où la personne m'a agressée. Et là, il a me violée. En retournant maintenant à la maison, je savais d'abord pas parler. Je savais pas comment exprimer ça à des grandes sœurs qui étaient à la maison. J'étais restée silencieuse. Mais ils avaient juste remarqué que je saignais et puis j'étais tombée malade. C'est après que je parlais avec l'une de mes sœurs que non, ça ne va pas, voilà ce qui m'est arrivé. Et c'était genre, tu es allé jouer. D'abord, tu reviens à l'école toujours sale, en train de jouer avec les autres. Donc, automatiquement, on m'a agressé un peu chez nous, quoi. Je suis restée dans ça. C'est au bout d'un temps, avec les examens, on cherchait à savoir la personne est où. La personne déjà avait fui. Et après... Tu avais fui? La personne. Ah, la personne avait fui, d'accord. La personne avait fui. Et après, on détecte que j'étais enceinte automatiquement. Et c'était vraiment catastrophe. Je suis tombée d'abord enceinte sans vraiment voir mes menstrues, toute jeune. Et puis, ça a commencé par là. J'ai dû garder la grossesse, les insultes par là, les insultes par-ci. C'est la honte de la famille avec nos familles africaines. Mais quand même, j'ai eu à tenir le coup. Après, la personne était revenue pour essayer d'arranger les choses à l'amiable, me demander pardon. Déjà, moi-même, je n'avais même pas la conscience de ce que c'est d'abord un homme, la conscience de ce que c'est être mère. Plus le ventre poussait, plus on me disait j'ai beaucoup mangé. Okay. Oui. Pendant que on savait avec tout le monde que non, il y a eu viol, il y a eu grossesse. C'est le médecin qui travaille un peu plus sur moi, le psy, pour me faire comprendre que tu dois rester tranquille. Qu'est-ce que le psy a fait? On m'a juste posé une question. On me dit, on te donne un bébé,
on te dit, tue ces bébés. Sauras-tu tuer un enfant? Non, je peux pas, il est trop mignon, je peux pas les tuer, d'accord. Donc, si on te dit que ces bébés se trouvent dans ton ventre, tu fais comment? Tu les tues dans ton ventre ou bien tu les mets au monde? Je dis non, je les donne la vie. C'était ça ma décision, sans savoir c'est quoi aussi donner la vie. Et jusqu'à ce que la grossesse a dû grandir, il y a eu comment je peux dire, des sursauts avec de famille et tout ce qui va avec. J'ai mis au monde, la première des choses, c'était, on m'avait ravi l'enfant. Par qui? Par la famille, toujours. On m'a ravi l'enfant et il y avait des propositions qui se passaient entre ma famille et la famille de l'homme. Entre-temps, il y avait la maman de l'homme qui ne voulait vraiment pas qu'une métisse puisse entrer dans sa famille. Pendant que l'homme était revenu avec l'idée, non, elle va être ma copine. Mais en même temps, j'étais encore mineure. On ne pouvait même pas parler de tout ça. Donc, c'était vraiment très compliqué à l'époque. Jusqu'à ce que je grandisse, la personne a pris ses responsabilités sur moi, sur l'enfant. Et au bout d'un temps, quand je me suis vue que je pouvais plus, moi-même, je me suis retirée dans l'affaire. J'ai pris mon enfant, c'est comme ça que nous avions grandi ensemble, jusqu'à ce que je puisse la faire asseoir maintenant à l'extérieur du pays. C'était difficile, hein? Tu peux nous parler de cette période-là? Pardon? Psychologiquement, comment, tu as 15 ans, tu t'y connais pas, comment est-ce que tu fais pour traverser cette période-là, sans compter les insultes? À l'époque, déjà, nous étions dans une maison, il y avait plusieurs dames qui s'habillaient déjà proprement et qui se maquillaient, alors que moi, je ne savais même pas me maquiller. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça aussi. C'est resté en moi, c'est trop naturel. Donc, je suis restée dans ça, mais le grand est arrivé quand même à me faire comprendre que quand tu grandiras, tu comprendras ce que c'est la vie, ce que c'est, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement et tout ce qui va avec. Certaines personnes disent que c'est l'accident de leur vie, mais moi je dis pas l'accident parce que mon enfant n'est pas un accident. Donc, je prends l'enfant, je le mets en dehors. Mon enfant porte mon nom malheureusement. Pas malheureusement. Hein. Oui, malheureusement pour des personnes qui pensent que l'enfant ne peut pas porter le nom de la mère. Ouais. Mon enfant porte mon nom et c'est comme ça que nous continuons avec elle. Elle s'appelle Marquise. Ok. Oui. Et quel est le conseil, un message face à la caméra que tu donnerais à toutes ces jeunes filles qui ont subi ces genres d'injustices, ces genres de choses qui leur sont arrivées? Ils ne savent pas comment s'en sortir. Quel est le mot que tu leur adresserais? D'ailleurs, aujourd'hui, je vais dire qu'à toutes ces jeunes filles-là, je ne veux pas m'adresser d'abord aux jeunes filles, je vais m'adresser à des familles. Lorsqu'un enfant revient à la maison, vous dit qu'elle a été agressée, violée, essayez de récupérer l'enfant, travailler sur cet enfant. Parce que moi, je me rappelle, malgré tout, il y a une fois, j'ai failli me suicider dans la salle de bain de mes grandes sœurs. Vous voyez, quand vous êtes là, il y a le baignoire, on met de l'eau et tout. Et je faisais du genre, je monte, je mets de l'eau avec les savons, je glisse pour que je puisse au moins mourir. Je me rappelle que j'ai failli faire beaucoup de choses dans la dépression. Quand je vois ma grande sœur à l'université, bien habillée, très propre, très chic, et moi je suis toujours la rusée de la famille, la honte de la famille, c'est pas du tout bien. D'abord, la famille, ils doivent d'abord prendre cette responsabilité-là de protéger l'enfant, de faire comprendre à l'enfant que ce qui t'est arrivé, ce n'est ni toi, ni quelqu'un d'autre qui l'a préparé. Néanmoins, c'est quelque chose qui t'est arrivé, tu dois l'accepter. Surtout si cet enfant-là porte un enfant ou en elle. Vous voyez un peu? Oui. Donc, vous devriez d'abord encadrer ces enfants-là. La morale n'a toujours pas été bonne. Moi, je suis restée jusqu'à mes 22 ans d'âge. Je me disais toujours, je ne suis pas faite pour être dans la famille. Dans mon intérieur, mais personne ne le savait. Je me disais toujours que je ne suis pas faite pour être dans la société. Jusqu'à 22 ans. Allez-y comprendre. Ça n'a pas été facile. La personne qui m'a fait comprendre que ce que tu as vécu, tu as même la possibilité de porter plainte à tes parents, c'est quelqu'un de l'extérieur du pays. C'est mon ancien chef d'ailleurs qui me faisait comprendre cela. Qui me faisait comprendre que la femme a une certaine valeur que je dois mettre dans ma tête. Mais la petite fille que j'étais à 15 ans, j'étais très traumatisée. J'ai grandi avec beaucoup de blessures intérieures par rapport à cela. Et la personne qui est venue aussi penser au moins cette blessure, enlever en moi cela, c'est d'abord le père de l'enfant. Parce que c'est quelqu'un, même aujourd'hui en blaguant, c'est toujours quelqu'un qui dit « Moi, je veux pas de femme, hein, ma femme de vie, c'est celle-là. » Donc, c'est moi. Alors que moi, je pense que de l'autre côté, il a eu aussi à faire son travail. Il m'a soutenue
avec l'enfant. Il m'a protégée quand il le fallait. Même face à sa famille, face à des critiques et tout ce qui allait avec. Et voilà un peu dans ce sens-là. Et ces jeunes filles-là qui peuvent rencontrer ce genre de situations, ne vous mettez pas en tête que vous êtes la diablesse, non. Mettez-vous en tête que c'est arrivé, vous devriez protéger une vie. Une vie que vous devriez donner aussi la chance de grandir, la chance de naître, de voir la lumière et tout ce qui va avec. Ok, merci pour Merci. ces conseils. Oui. Je sais que ça va aider énormément des personnes. Et ensuite, vous avez évolué avec votre entreprise Oui. en 2022. Oui. Au final, vous décidez d'accepter l'appel de la politique. Comment ça se passe? Alors, dans la politique, je suis entrée par encouragement de mes encadreurs spirituels dont je remercie beaucoup. Je fouillais ma destinée, si je peux le dire ainsi. Je sais qu'il y a des gens qui ne croiront vraiment pas à cela, mais je peux rassurer aux gens que dans la politique, il y a des gens qui sont vraiment appelés à y être. Parce que la politique existe depuis la Bible. Lorsque vous parlez de roi Salomon, vous parlez de roi David, c'est quoi? C'est pas la politique? Diriger l'empire, le royaume et tout ce qui va avec, c'est de la politique. Alors, la personne qui m'a d'abord boosté, c'était un ami qui s'appelle Nelson Badibanga, que j'ai salué en passant. Il postulait aussi à l'époque. Il faisait déjà ses rencontres avec des gens et tout ce qui va avec. Et lorsqu'il m'a parlé, non, je suis en déplacement, je dois revenir pour suivre ma candidature. Je lui ai dit, quoi, ta candidature? Je lui ai dit, bon, moi aussi je suis appelée à ça, mais je n'aime pas. Il me dit, tu n'aimes pas quoi? Et puis il me répond à Lingala, tu attends quoi? Aujourd'hui, c'est à Nini, 2050, je veux venir là. Parce qu'il était encore en déplacement. Quand il est revenu, on s'est vu, on a essayé d'échanger. Il m'a dit, tu dois te lancer. Tu dois y aller, tu dois foncer, ça va aller. Lui, d'ailleurs, il postulait pour député national dans le Lukunga toujours. Et moi, j'ai postulé comme député provincial ainsi que municipal. Et il m'a soutenu dans ça. Il m'a guidé aussi comment faire le choix d'un parti politique. Nous sommes allés, j'ai dû m'enregistrer dans un parti, je devrais y aller tout mollo mollo avec lui. Après, il y a une amie avec qui j'ai étudié à l'ESIPA, Grace Maka, que je salue aussi en passant, qui elle aussi est venue me disant, moi je vends mes histoires, mais je pense que tu dois adhérer dans tel parti. Je lui ai dit, bon, tu patientes, je prie. J'ai eu le temps de prier. Et mon créateur m'a donné des signes de quel parti je dois être, ce que je dois faire. Et par rapport à ces signes-là, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée dans cela. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là aussi. Tu as été candidate malheureuse. Moi, je dis ça comme ça. Ça dérange pas? Oui. Mais comment est-ce que ça se passe d'abord avant que l'on parle des résultats? Oui. Toute la période de la campagne, c'était du stress, dépenses d'argent. C'est ça aussi. Oui. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Déjà, je gérais ma personne à moi, ma candidature, la famille ou le foyer, mes enfants et tout. Et avec toutes ces histoires de campagne, d'équipe à gérer et tout ce qui va avec, ça n'a pas été facile. Là, certes, si je dis que c'est facile, je mentirais pour ceux-là qui vont venir s'y lancer là-dessus. Ça n'a pas été facile. Et tant que femme aussi, aujourd'hui, tu peux dire, bon, je me lance, demain, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, tu dis, est-ce que tu peux d'ailleurs? Et après un moment, tu te dis, non, je peux. Et après un moment, tu te dis, ah, je suis fatiguée, qui va m'aider et tout. Néanmoins, Dieu a fait grâce. Je me suis lancée. J'ai eu à gérer tant bien que mal. Déjà, la politique, la campagne, c'est de l'argent. Parler avec les gens, c'est de l'argent. Et chercher à convaincre une personne à avoir la mentalité de savoir que c'est dans ses devoirs de voter la personne qu'il veut ou qu'elle veut. Ça n'a pas été facile. Certaines vendent leur voix, bien sûr, mais il y en a ceux-là qui doivent être aussi conscients de dire que non, je dois voter, pas pour qu'on me donne l'argent, mais parce que j'ai rempli le droit. Si cette personne ne travaille pas bien, prochainement, je voterai une autre personne. C'est ça le travail que moi, j'ai eu à faire. J'ai vu plusieurs donner l'argent, comme on disait, des cadeaux, d'argent et tout ce qui va avec, certes. Je dois utiliser le polo comme étant mon image. Je dois utiliser, je sais pas, la chanson et tout ce qui va avec. Mais ce qui compte dans la campagne, c'est le dialogue avec la population. Pas des discours fallacieux pour dire je veux construire ceci. Le député n'est pas appelé à construire. Les conseillers municipaux ne sont pas appelés à construire pour des électeurs. Non. Ils sont appelés
à défendre les intérêts de la population face aux institutions qui sont appropriées pour faire cela. C'est là où il y a maintenant la différence. Dans notre pays, quand vous postulez, automatiquement, vous êtes millionnaire, vous devriez construire de maisons, de routes, tout ce qui va avec, alors que c'est pas ça. Moi, je viens, je fais les constats auprès de vous en tant que population. Je pars en pleine plénière, je défends cela. J'écris ce qui est écrit comme projet, je propose, et le service ainsi que les commissions dans l'habilité de faire ça descendre sur le terrain pour le faire. Et moi, je viens les accompagner. C'est là où vous verrez plusieurs faire genre, le député est descendu là-bas, le député a fait ça. Ce n'est pas le député. Le député n'a fait que parler et l'exécution s'est faite et c'est ainsi que ça se passe. D'accord. Et tu n'as pas réussi lors de la proclamation. Ah oui. Comment est-ce que tu vis ça? Je trouve ça normal. Okay. Je trouve ça normal. Premièrement, lorsqu'il y a eu de publication au niveau national, je n'y étais même pas. Au niveau provincial, on n'a pas cité mon nom. J'étais dans des questions. Je me disais, Seigneur, dans quoi tu m'as appelé? Et lorsqu'on a publié pour la municipalité, j'ai été élue. J'ai dit à Dieu merci, parce que c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as appelé dans ça. Je ne sais pas par où commencer, mais c'est à Dieu de me guider. Okay. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive dans ça, je suis toujours là, debout. Mais est-ce que tu travailles vraiment en tant que conseillère municipale? C'est quoi ton rôle? Et qu'est-ce que tu fais concrètement à ce jour sur le terrain? À ces jours sur le terrain, je suis face à la population, premièrement. Je dialogue avec eux, je discute avec eux, je suis toujours proche avec eux. La deuxième des choses, je prends le temps de faire des descentes sur le terrain, voir ce qui va bien et ce qui ne va pas dans notre commune de Gombe, parce que moi, je suis élue de Gombe. Je prends le temps de travailler là-dessus. Et étant conseillère municipale, étant appelée dans ça, nous sommes appelés à contrôler les services de l'exécutif en place, qui malheureusement a été déchu, comme tout le monde le sait. Et nous sommes là en train de suivre de près ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il peut dire que je fais telle chose. Vous descendez sur le terrain, c'est pas ça. Il y a de maisons qui se construisent, par exemple, sans qu'eux ne savent, sans qu'ils soient enregistrés, même pas par des arrêtés ministériels ou des avis de la commune. Et nous sommes là toujours à suivre ça de près, à dénoncer ce qui est à dénoncer et à faire savoir ce qui est à faire savoir. Voilà. Ok. Allez, je trouve que tu as un parcours, exceptionnel pour une jeune dame. Tu es forte. Merci. Et je suis très heureuse d'avoir partagé ces plateaux avec toi. Merci. Petit à petit, on tend vers la fin. Okay. Mais avant que l'on puisse finir, j'aimerais, face à la caméra, là, tu regarderas ta caméra, que tu donnes un conseil à la jeunesse. Peu importe dans quel domaine tu iras, parce qu'on a tellement parlé énormément des choses. C'est à toi de choisir comment est-ce que tu aimerais, quel est le message que tu aimerais laisser sur les plateaux des médias racontent aujourd'hui. Le seul message que je vais donner à nos jeunes dames, parce que je suis une jeune dame, ou fille pour de parents aussi, lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine professionnel, vous devriez cibler ce que vous voulez exactement. Dans quoi vous voulez, pourquoi êtes-vous vraiment appelé dans ça? Surtout, arrivez aussi à se concerter du côté spirituel. Parce que lorsque vous n'êtes pas destiné dans quelque chose, même si vous y allez, ça briller, à la fin, c'est du n'importe quoi. La première des choses. La deuxième des choses, être aussi objectif dans ce que vous faites. Peu importe les tempêtes, des coups bas et tout ce qui va avec, il faut toujours rester debout, tenir tête et avancer dans cela. Allez, merci beaucoup pour ce conseil. Merci. Alors, c'est la fin. Merci. C'était un plaisir pour moi de partager ces plateaux une fois de plus avec vous. Alors, dites-nous en commentaire. Vous avez des questions à lui poser? Laissez en commentaire, je pense qu'elle passera pour vous répondre. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. À très bientôt.